Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir le professeur Doré. Bonjour professeur. Bonjour. Merci encore de m'accorder un peu de votre temps qui, j'imagine, est fort chargé. Pour nos auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas forcément, est-ce que vous pouvez voilà, présenter brièvement votre parcours Mhm. Donc, je m'appelle Joël Doré, je suis directeur de recherche à l'Institut pour la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui est un institut de recherche public en France, où j'ai fait toute ma carrière sur, comme sujet de recherche, le microbiote intestinal, animal et humain, et ça m'a conduit à contribuer au changement de la connaissance dans un domaine qui a évolué de façon considérable depuis cette quarantaine d'années maintenant. Je suis également, en toute transparence, cofondateur et conseil scientifique pour des startups du domaine de la biotech santé. Donc, c'est GMT pour Gut Microbiome Testing qui s'intéresse à la production de l'analyse de microbiote intestinal au service des laboratoires de biologie médicale. C'est Novobiome qui s'intéresse à une bactérie qui a des effets santé intéressants à promouvoir pour plutôt les maladies hépatiques et puis qui s'intéresse également au criblage fonctionnel des microbes en relation avec les cellules humaines. Et puis, c'est la société MadPharma qui conditionne des contenus intestinaux humains pour en faire des médicaments, pour faire du transfert de microbiote fécal, et pour MadPharma, notamment dans le traitement ou l'accompagnement du traitement du cancer. Je Voilà. disais, première question pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu ce qu'est le microbiote intestinal, bien que c'est une notion qui est de plus en plus mise en avant, même dans les journaux grand public, hein. Oui, tout à fait. Bah, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble, on va dire, des micro-organismes avec lesquels on interagit et qui sont au niveau intestinal. En réalité, on est humain, mais on est microbien en nombre. On est en interaction permanente avec 50 000 milliards de bactéries et plein d'autres microbes, en fait, des levures, des champignons, des archées, des virus, des phages qui sont des virus de bactéries. Ils sont présents sur la peau et à toutes les interfaces du corps humain qui sont tournées vers l'extérieur. Donc, c'est la sphère orale et respiratoire, c'est la sphère urogénitale et bien sûr la sphère intestinale où on a la plus grande richesse et diversité de microbes. Et il faut vraiment concevoir l'humain comme un être microbien et ce qui compte, c'est les microbes entre autres, mais surtout l'interaction, la relation qu'on a avec nos microbiotes. Du coup, pour continuer directement sur une deuxième question, est-ce que vous pouvez nous citer, je veux dire, des avancées majeures dans ce domaine du microbiote intestinal de ces 2, 3 dernières années? Mhm. Donc, les éléments porteurs ou moteurs des travaux de recherche ont été de deux ordres. Le premier ordre, c'est technique ou technologique. Et en fait, on s'était rendu compte au siècle dernier que quand on analysait le microbiote intestinal par la culture microbienne au laboratoire, ben, on passait à côté d'une grande partie de ce qui est présent en dominance. Quand on compare ce qu'on met sur une boîte de pétri au laboratoire et ce qu'on voit au microscope, on se rend compte qu'il y a vraiment un décalage très fort. Et du coup, on avait développé des outils moléculaires pour caractériser le microbiote intestinal sans passer par ces étapes de culture. Et ça a été une vraie révolution ou des révolutions successives. Et les derniers outils qu'on a mis en place, là, du coup, au début de ce siècle, c'est ce qu'on appelle l'analyse par le séquençage moléculaire. Comme on séquence le génome humain, maintenant on séquence les gènes et les génomes de tous les microbes dominants de l'intestin humain. On appelle ça la métagénomique. Et ça a été un élément vraiment majeur de transformation de l'accès à du savoir nouveau. Et dans la période récente, on a par exemple confirmé la diversité incroyable du microbiote intestinal. Et puis, quand on a analysé le microbiote des individus en fonction de l'écologie, de l'organisation des espèces et des genres bactériens qu'on héberge notamment, on s'est rendu compte qu'il y avait dans la population humaine plusieurs organisations écologiques. On a appelé ça des entérotypes. Et aujourd'hui, on avance vers la possibilité de relier les entérotypes, l'organisation écologique de nos écosystèmes microbiens intestinaux, avec la santé et avec la réponse
à des traitements, par exemple, ou à une prise en charge médicale ou nutritionnelle. Et donc, on peut prédire, ça veut dire beaucoup en termes de connaissances scientifiques, mais ça veut aussi dire beaucoup en termes de potentiel d'application pour la médecine. Et puis l'autre grand moteur de nos travaux, ça a été la reconnaissance que depuis à peu près 3 générations humaines, on vit ce qui est aujourd'hui reconnu comme une épidémie de maladies chroniques, donc une augmentation d'incidence des maladies chroniques. C'est les aspects obésité, diabète, c'est les aspects maladies hépatiques, c'est les aspects autour de certains cancers en réalité. Et puis de plus en plus, on travaille sur le lien avec le microbiote et le cerveau ou les neurones, la sphère neuronale. Et c'est donc le lien avec les maladies neurologiques, neurodégénératives, comme Parkinson, Alzheimer, ou neuropsychiatriques avec des troubles comme le syndrome bipolaire, la schizophrénie, l'autisme, par exemple. Donc voilà, c'est un deuxième moteur. Et sur cet aspect-là, on a pu documenter une relation entre l'état de la symbiose, de la relation entre l'humain et ses microbes, et le développement de la maladie. Donc c'est soit le risque de développer la maladie, ou soit la vitesse de progression dans la maladie, notamment dans les maladies hépatiques, par exemple, on a bien documenté ça, ou alors même la réponse au traitement. Et notamment, on a documenté le fait que le microbiote est un prédicteur de l'efficacité de la réponse au traitement du cancer, notamment, et y compris les tout derniers traitements qui sont en place aujourd'hui, qui sont les traitements par immunothérapie. D'accord. C'est des belles avancées en tout cas dans ce domaine. Mhm, Donc, pour rappel, en fait, donc voilà, j'ai réalisé un premier podcast sur le microbiote intestinal en 2020 avec le professeur Cani, avec lequel vous collaborez, il me semble. Et mhm. de ce que j'avais compris, en tout cas selon sa réponse, c'était que finalement, on ne sait pas encore très bien ce qu'est un microbiote dit sain. Et pourtant, beaucoup utilisent le terme de dysbiose. Du coup, Oui. en 2024, qu'en est-il de ces concepts? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur qu'est-ce qu'un microbiote sain? Mhm. Donc, je termine à l'instant, à la fin du mois dernier, en fait, donc très récemment, la coordination d'un projet européen qui s'appelait Human Microbiome Action, et dans le cadre duquel on a retravaillé cette notion-là de microbiote sain, et où on s'est questionné sur où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc, en réalité, quand on analyse des microbiotes intestinaux d'une population humaine large, on se rend compte qu'il y a une hétérogénéité, une variabilité entre individus qui est énorme quand on s'intéresse à la description au niveau des espèces, par exemple, ou des genres bactériens présents. Donc, on est un petit peu tous différents sur le critère composition du microbiote intestinal. Et en même temps, ce qui compte peut-être davantage que la composition, c'est les fonctions, c'est comment notre microbiote contribue au plan fonctionnel, et notamment à nous protéger contre tout un tas de risques et de maladies. Et au plan fonctionnel, on est tous très semblables en réalité, nous humains, ou en tout cas humains en bonne santé, ne consultant pas pour une maladie. Et donc, on peut, au plan fonctionnel, espérer avancer vers la définition des fonctions normales en fait, que doit nous fournir le microbiote intestinal. Et on pourrait, de ce point de vue-là, avancer sur le terrain de la définition de l'altération de la normalité. Euh, Aujourd'hui, comme on a beaucoup travaillé sur la composition du microbiote, ben voilà, force est de constater qu'on n'est pas à même de donner la photographie du microbiote intestinal normal ou de l'individu en bonne santé. On le documente de plus en plus, de mieux en mieux, souvent en lien avec les fonctions. Et par exemple, on a pu identifier des fonctions du microbiote intestinal qui sont vraiment clés, et qui sont des fonctions typiques d'un microbiote lui-même en bonne santé, en réalité. Et donc, et puis on a aussi pu décrire des particularités des microbiotes qui sont associés à des individus dont on sait que les pratiques alimentaires, notamment les habitudes alimentaires en fait au long cours, sont des habitudes alimentaires qui sont promotrices de la santé. Et donc sur cette base-là, on avance quand même sur ce terrain de description, de compréhension euh, des, des éléments majeurs, des éléments clés de l'image du microbiote en bonne santé. Et puis, je l'ai évoqué de façon un peu centrale au début de mon propos. En fait, ce qui compte, c'est pas tant le microbiote en tant que tel,
a fortiori pas tant la composition du microbiote intestinal, mais la relation que l'humain a avec son microbiote intestinal. Et aujourd'hui, les travaux de science peut-être les plus avancés sur ce terrain-là de la mise en évidence des caractéristiques de la normalité sont les travaux qui s'intéressent à la relation entre le microbiote et l'humain, euh, et, euh, et notamment qui décrivent les clés d'altération de la relation. Et donc, c'est vraiment, on peut penser à une symbiose, c'est-à-dire que l'humain fournit au microbiote, on va dire, pour faire court, le gîte et le couvert, c'est-à-dire on fournit l'écosystème avec la nourriture qui vient avec, qui est tout le résidu de notre alimentation qui arrive intact dans les parties distales de l'intestin et qui sont une source d'énergie pour nos microbes. Donc on les nourrit, on les héberge, et en même temps, eux nous fournissent des fonctions en retour, qui sont des fonctions, par exemple, de protection contre la prolifération des microbes de l'environnement. Donc, c'est une fonction qui nous protège contre les maladies infectieuses intestinales. Et puis, c'est également une relation avec nos défenses naturelles, le système immunitaire. En permanence, en fait, notre microbiote contribue à éduquer et maintenir la vigilance de nos défenses naturelles qui, elles, vont gérer tout ce qui peut tourner mal, en fait, hein. Et ça veut dire éliminer des cellules cancéreuses, ça veut dire éliminer des tissus abîmés, et puis ça veut dire éliminer aussi des microbes qui ne sont pas bienvenus. Chaque fois qu'on mange un morceau de fromage, on avale 100 milliards de microbes, des bactéries, des levures, des champignons. Bah, aucun de ces microbes ne s'implante dans l'intestin, et c'est lié au fait que nos microbes à nous occupent la place, occupent l'espace, et ne permettent pas l'implantation de microbes de l'environnement, et c'est mieux pour nous parce que ça nous protège en fait. Et donc voilà, c'est ces grandes lignes de fonctionnement ou de fonctions clés du microbiote intestinal qui font qu'on peut quand même décrire comment doivent être les choses quand tout va bien, et comment les choses peuvent se dégrader au niveau de la composition du microbiote, mais d'abord et avant tout au niveau de la relation entre le microbiote et l'hôte. Et sur la partie humaine de la relation, ben, en fait, il y a quelques grandes caractéristiques qu'on peut mettre en avant. La première, c'est la perméabilité intestinale. Alors, j'imagine que Patrice Cagny a dû en parler parce que c'est vrai que, ayant décrit l'importance d'une bactérie comme Akkermansia muciniphylla dans la protection contre l'obésité et le diabète, un des premiers moments clés de protection, c'est effectivement de préserver l'intégrité de la barrière intestinale et de limiter la perméabilité. Et donc, voilà, du côté de l'hôte, c'est la perméabilité. Quand la perméabilité se dégrade assez rapidement, on va faire de l'inflammation, qui est le deuxième moment. Et puis quand il y a de l'inflammation, il y a du stress oxydant. Et en réalité, le stress oxydant va au niveau local dans l'intestin agir sur le microbiote intestinal, et notamment va avoir tendance à altérer les bactéries qui sont normalement dominantes dans l'intestin et qui sont assez intolérantes au stress oxydant et à l'oxygène en général. Et donc, on voit comment ces éléments-là, le microbiote, la perméabilité, l'inflammation, le stress oxydant, peuvent en fait s'auto-entretenir, tourner en boucle, en cercle vicieux, avec ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive dans nos domaines. Et ce que ça veut dire, c'est que le système peut s'altérer, et c'est vraiment l'altération de la symbiose, de la relation entre l'humain et ces microbes qui compte. Vous faites bien de rappeler qu'effectivement, c'est les travaux du professeur Cani qui ont mis en avant, je pense, en premier l'importance de la perméabilité intestinale et notamment le concept d'endotoxémie. Donc, Mhm, le fait que voilà, des bactéries relardent des toxines qui peuvent passer la barrière intestinale. Moi, je voulais quand même revenir sur le concept de microbiote intestinal chez les sujets sains, parce mhm. que de par mes études en sciences et mes lectures, je trouve que actuellement, on se focalise quand même beaucoup sur la, la partie bactérien en fait du microbiote intestinal. Et comme vous l'avez dit, il y a aussi des champignons, des levures, des protozoaires. Il y a tout un tas d'autres organismes Oui. qui cohabitent ensemble. Et donc voilà, c'était un peu mon constat que finalement, ben, on se focalise énormément sur la composition des bactéries. Est-ce qu'il y Oui, a une raison? bah, Est-ce que c'est parce que c'est le plus facile à étudier pour le moment? Est-ce que c'est parce que...
on n'a pas encore des outils pour mieux décrire le C'est microbiote pas, intestinal. oui, je pense que c'est pas une raison, c'est sûrement plein de raisons, hein. J'ai évoqué le fait que la technique a beaucoup joué sur la possibilité d'avancer dans la connaissance. Et quand on a commencé à analyser le microbiote intestinal avec des outils moléculaires, ben, on a utilisé les outils à disposition à l'époque, c'est-à-dire la possibilité d'amplifier par la technique de PCR un gène particulier qui est un gène marqueur de l'évolution ou de la place évolutive des microbes, mais surtout des bactéries. Et donc, techniquement, on avait accès à la diversité bactérienne principalement. On passait même à côté de l'autre partie des microbes qui sont les archées, parce que on n'avait pas les bons outils pour les visualiser, les caractériser comme il fallait avec ces outils moléculaires. Donc ça a été un des poids un petit peu qui a fait qu'on a parlé beaucoup on pourrait dire du bactériome, plus que du microbiome au sens global, en fait, de tous les microbes. Et puis, euh, bah, c'était aussi parce qu'on avait décrit les bactéries par la culture de façon un peu plus avancée ou exhaustive que effectivement les champignons. Il y a aussi une raison scientifique ou biologique, c'est que quand on compte les entités microbiennes dans les contenus intestinaux, bah, 95 à 98%, c'est effectivement des bactéries. Et donc, de ce point de vue-là, ça justifiait le fait qu'en s'intéressant à la dominance, on s'intéressait beaucoup aux bactéries. Et puis, bon, on le sait très bien, hein, c'est pas parce que un micro-organisme n'est pas dominant ou hyper dominant dans un écosystème qu'il ne va pas jouer de rôle. Et donc, maintenant, on s'intéresse à une plus grande richesse et diversité de microbes en prenant en compte les champignons. Donc, on parle de mycobiome aussi, quand on s'intéresse particulièrement à la composante champignon-levure des intestins. Et il y a plusieurs pistes en fait hein, de travail, mais sur la partie prévention de la colonisation par les pathogènes, par exemple, ben, on se rend compte que les champignons peuvent jouer un rôle. Donc c'est un élément clé qu'il faut prendre en compte. Et puis sur la partie maladie inflammatoire notamment de l'intestin, maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, les collègues qui travaillent sur le sujet nous disent, bah oui, c'est aussi une composante importante. Et puis il y a une autre composante sur laquelle les travaux avancent pas mal, notamment grâce à des travaux de collègues irlandais, c'est la composante virale. Donc, c'est les virus, mais on s'intéresse surtout aux virus des bactéries. Donc, c'est ce qu'on appelle les phages. Et les phages sont une composante importante de l'écosystème parce que c'est des régulateurs de l'écologie intestinale, notamment parce que c'est des régulateurs de l'écologie intestinale. Et donc, c'est une composante qu'on avait vraiment négligée pendant très très longtemps et à laquelle on commence à s'intéresser de façon assez fine. Et on se dit qu'on a certainement énormément de choses à apprendre à s'intéresser aussi à ces micro-organismes. Oui, je pense effectivement que ce sont des éléments enfin, la recherche à l'avenir devra les inclure dans la photo globale en fait du microbiote intestinal. Mm, mm. Euh, Par rapport à vos propres recherches à vous, si vous pouvez peut-être dire un petit mot sur les projets en cours que vous Oui, supervisez actuellement. alors à travers mon rattachement à l'unité qui s'appelle Micalis à INRAE, Micalis, c'est microbiologie de l'alimentation au service de la santé. Je m'intéresse depuis toujours à l'écologie microbienne de l'intestin et notamment sa relation avec l'hôte, de plus en plus maintenant. Et ce sur quoi on travaille, c'est le fait que la reconnaissance du fait que l'humain est symbiose, c'est-à-dire qu'il y a une relation microbe-cellule, microbe-tissu, microbe-hôte, qui est vraiment importante parce qu'elle conditionne la santé et le bien-être, ben, on a travaillé sur cette notion de cercle vicieux, de détérioration du microbiote, puis de la perméabilité, de l'inflammation, du stress oxydant, qui fait que ces choses-là peuvent s'auto-entretenir. Et, et on utilise des outils de modélisation et de caractérisation des systèmes complexes qui nous disent si dans un système complexe, il peut y avoir installation d'un cercle vicieux, alors il n'y a plus de continuum entre les états qui peuvent être l'état de santé et l'état de pré-maladie ou de maladie. Et à ce moment-là, on va, en théorie, pouvoir documenter le fait qu'il y a des ruptures. C'est ce qu'on appelle transition critique en termes euh, de,
de modélisation. La transition critique, ça nous dit que l'écosystème peut basculer d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre, et ça peut être sous plein d'influences en fait de facteurs environnementaux. Et donc, on a testé ça. Et aujourd'hui, à travers notamment un financement de RC de la Commission européenne, l'équipe autour de moi travaille sur cette notion que si on a instillé de l'inflammation et simplement de l'inflammation, eh bien, on peut altérer le système dans sa globalité en actionnant un cercle vicieux qui fait que sur un modèle animal où on induit de l'inflammation, on va installer les animaux durablement dans une situation altérée mesurable sur la base de la composition du microbiote intestinal, mais aussi des paramètres de l'hôte comme l'inflammation. Donc c'est vraiment le terrain sur lequel on avance en termes de connaissances scientifiques au sein de Micalis, dans l'équipe fonctionnalité du microbiote intestinal à laquelle j'appartiens. Et puis je suis aussi directeur scientifique d'une unité qui met le domaine de la métagénomique au service des communautés cliniques, industrielles et académiques, en fait, et qui s'appelle Métagénopolis. Et dans Métagénopolis, on travaille en partenariat avec énormément de partenaires publics et privés. On a travaillé beaucoup sur la relation entre le microbiote et l'obésité diabète, le microbiote et les maladies inflammatoires de l'intestin, le microbiote et les maladies inflammatoires articulaires, ou de plus en plus aujourd'hui avec des contextes de maladies ou de troubles neurologiques. Et puis avec nos collègues de l'Institut Gustave Roussy sur la relation entre le microbiote et l'efficacité de l'immunothérapie du cancer, par exemple. Et donc, c'est un grand nombre de domaines dans lesquels ou pour lesquels l'aptitude à caractériser le microbiote intestinal par séquençage massif a apporté énormément. Et tout récemment, on vient d'initier un grand programme au niveau français qui s'appelle le French Gut, le microbiote français, et qui vise à inclure 100 000 volontaires en population générale et au sein de groupes de patients pour caractériser leur microbiote intestinal et mettre cette photographie, j'aime bien l'image, en regard de leurs habitudes alimentaires, puis de leur état de santé, en fait, et pour voir si on peut fournir la référence au niveau national en France, un peu à l'image de ce qu'a fait ce qu'a fait Jeroen Ries en Belgique avec la cohorte flamande, un grand nombre d'individus. Nous, on vise 100 000 d'ici 2027, donc c'est une aventure assez unique, un peu exceptionnelle pour nous, en fait, en termes d'investissement technique, en fait, parce que c'est à mettre en place au plan logistique, c'est assez lourd, mais on avance, en fait, sur ce terrain-là de façon très, très active en ce moment. Ça annonce en tout cas de belles choses. Dernière partie de ce podcast, en fait, j'ai demandé à mon audience s'ils avaient des questions à, à vous poser, tout simplement. Mhm. Et donc là, on a la question de Nicolas Guggenböhl de Feed in Action qui se demande que penser de l'offre en matière d'analyse fécale qui est désormais présentée dans certaines institutions, dans des bilans de santé, pardon. Alors, je vais répondre à cette question, mais par précaution, je vais dire que je fais ma réponse à moi, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment Joël Doré qui parle. C'est pas, je représente pas mon institut. Et puis, je l'ai dit en début, je suis aussi en lien d'intérêt avec une société qui s'appelle Gut Microbiome Testing, qui développe l'analyse du microbiote intestinal au service des laboratoires de biologie pour, en gros, des demandes sur prescription médicale, on va dire. Alors, on prépare l'avenir parce que ça n'existe pas encore aujourd'hui. Euh, et, euh, et on voit apparaître, néanmoins, dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, des petites sociétés qui proposent l'analyse du microbiote intestinal à monsieur tout le monde, en fait, qui souhaite avoir cette information-là. Parfois, en allant jusqu'à proposer des recommandations nutritionnelles et autres. Et donc, je suis très réservé par rapport à ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand scientifiquement on a développé des travaux d'analyse multi-acteurs, qui ont consisté à envoyer du matériel biologique, des selles humaines par exemple, ou des aliquots de selles humaines, à un grand nombre de structures de laboratoires capables de faire ces analyses-là. Et puis qu'on a collecté l'information qui en ressort, on a pu se rendre compte que d'un laboratoire à l'autre,
il y a énormément de variations dans le résultat. Donc la photographie, puisqu'on a parlé de photographie, est pas exactement la même et c'est un peu embêtant si on veut que l'application soit pour la médecine. Parce que la médecine, elle ne peut pas se contenter d'une analyse qui ne soit totalement standardisée. L'image qu'on peut avoir envie de donner, c'est on va donner le même échantillon à un laboratoire en France, en Australie, aux États-Unis. Le souhait, c'est que le résultat soit exactement le même. Et donc, voilà, aujourd'hui, on n'a pas les standards et l'application de l'analyse du microbiote intestinal, bah, elle va se faire à droite, à gauche. Et pour moi, il n'y a pas d'utilité médicale ou clinique aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas mis en place un, je vais appeler ça un pipeline de travail qui est vraiment basé sur des analyses complètement standardisées qui font que le résultat va être le même si c'est deux laboratoires de biologie qui font l'analyse, quoi. Donc il y a un peu de chemin à parcourir encore. Alors il faut les standards, mais les standards sont déjà disponibles. Nous, on a publié, on a contribué au développement des standards et on a publié en 2017 dans Nature Biology des standards sur l'analyse par séquençage massif du microbiome. Donc, ils sont à disposition aujourd'hui. Et puis, c'est revisité régulièrement. Et on se rend compte que ben, les outils de séquençage massif, oui, doivent pouvoir être standardisés. Les outils d'analyse basés sur le gène unique, tel qu'il était développé pendant maintenant une trentaine d'années, sont aujourd'hui non standardisés, potentiellement non standardisables. Donc, il faut passer par les bonnes technologies, il faut passer par les bonnes pratiques pour arriver à être en situation où un jour, on pourra avoir confiance dans les résultats pour les transformer en recommandations nutritionnelles ou en recommandations médicales, en fait, ou en prise en charge médicale. Pour l'instant, on n'en est pas tout à fait là. Et donc, je suis critique. J'ai plein de collègues médecins qui sont hyper critiques, beaucoup plus que moi encore, et qui disent bah, c'est en gros du charlatanisme. Alors moi, j'aime pas trop cette position-là, et je peux le dire honnêtement, hein, c'est vraiment Joël Doré qui parle, c'est pas mon institut, mais j'aime pas trop cette position parce que cette position, elle va pas conduire à la mise en place du pipeline qui permettra de valider l'intérêt pour le clinicien ou pour le nutritionniste de passer par cette information. Donc moi, je suis plutôt positif au sens où je pense que dans les quelques années qui viennent, on va effectivement arriver à aboutir à cette situation où le microbiote pourra être au service du nutritionniste, au service du clinicien, pour rajouter cette corde à son arc, en fait, dans son processus de décision. Oui, tout à fait, d'aller vers une médecine de précision, je pense que Mhm. c'est l'avenir, ou en tout cas, on tend vers ça. Deuxième question de Clément Le Diète. Une question très précise sur un article que vous avez peut-être déjà parcouru lors de vos recherches. Donc, l'article s'appelle Impact of the Gut Microbiota and Associated Metabolites on Cardiometabolic Traits, Chronic Disease and Human Longevity, a Mendelian Randomization Study. Désolé Mm. pour mon anglais. Euh, je pense là, peut-être comme ça, c'est un peu difficile pour vous de donner votre avis sur ce sujet, mais je pense en fait que mon interprétation que je me faisais de sa question, parce que du coup j'ai parcouru rapidement l'article, c'est est-ce que finalement on n'en ferait pas un peu trop sur l'impact du microbiote intestinal sur notre santé, dans le sens où, ben voilà, comme vous l'avez dit, surtout dans des modèles précliniques ou observationnels, on montre voilà, des liens avec des maladies chroniques, des maladies métabo Cardio-métabolique, oui. ouais, Mhm. cardio-métaboliques, voilà, Mhm. certains cancers, etc. Mais est-ce que finalement, on n'en ferait pas un peu trop, puisque souvent les études d'intervention chez l'humain, en fait, montrent très peu de résultats. Et c'est ce que enfin, pointait notamment cet article datant de 2023. Voilà, Oui, de collègues québécois de l'université de Laval. on peut être critique. Je pense que dans le papier, il y avait aussi cette idée qu'il faut vraiment utiliser les bons outils au sens bio-informatique et bio-analytique, donc la data science en fait appropriée pour vraiment extraire l'information de la caractérisation du microbiote notamment. Il y a énormément de précautions à prendre en fait quand on fait ça. Et l'exemple du diabète est particulièrement intéressant parce qu'on avait pu nous-mêmes
décrire ce qu'on avait appelé dysbiose dans le diabète. Puis on s'était rendu compte que bah, les diabétiques sont traités pour leur maladie et que dans l'évolution du traitement du diabète, même avant les piqûres d'insuline, il y a la metformine très souvent. Et ben, on a pu documenter que la metformine est un médicament qui altère le microbiote intestinal. Et donc, une partie des informations qu'on avait pu tirer de l'analyse du microbiote intestinal des patients était très confondue, puisque c'est le terme qu'on utilise de façon consacrée, par le traitement médicamenteux. Et donc, il y a énormément de facteurs environnementaux qui vont pouvoir jouer sur ces éléments de mise en relation du microbiote avec un contexte de pathologie particulier. Et donc, ne serait-ce que pour la partie diagnostic en tant que telle ou description de la relation entre microbiote et maladie, il y a énormément de précautions à prendre et on devrait travailler sur des grands nombres, beaucoup plus que ce qu'on a fait jusque-là on devrait s'assurer qu'on prend en compte tous les facteurs confondants. Même les habitudes alimentaires peuvent avoir un effet majeur sur la, la distribution, la topographie, la photographie du microbiote intestinal. Et donc, c'est des éléments qu'on devrait prendre en compte de façon systématique quand on fait des études en population. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément que vous évoquez, ben oui, on ne peut pas extrapoler de données qui sont observées sur l'animal, y compris de données interventionnelles sur l'animal, à l'humain. Donc il faut de toute façon faire la démonstration chez l'humain pour pouvoir avancer sur le terrain de ce que peut vouloir dire la mise en évidence d'une altération du microbiote ou mieux encore d'une altération de la symbiose entre l'individu, l'hôte et ses microbes dans un contexte de maladie ou qui mime la maladie. Cependant, on a été légitimement critiqué beaucoup sur le fait qu'on avait décrit dysbiose dans la maladie comme un élément d'information clé, parce qu'on nous disait, légitimement encore une fois, mais où est le lien de causalité en fait, quoi. Et effectivement, quand on fait une photographie du microbiote chez un grand nombre de patients et un grand nombre d'individus en bonne santé et qu'on décrit des signatures de la maladie ou de l'état d'avancement de la maladie ou de la vitesse de progression dans la maladie, alors, on n'a pas d'élément de causalité en tant que tel, on n'a que de l'élément diagnostique. Et donc, c'est un terrain sur lequel on a aussi pas mal avancé. Et il y a des domaines dans lesquels on a, après avoir décrit le fait que le microbiote est différent, pu démontrer que si on prend le microbiote et puis on le transfère sur notamment des modèles animaux, là en l'occurrence, bien, on reproduit les symptômes de la maladie simplement par le transfert du microbiote chez des animaux qu'on élève sans germes au départ, et donc ils sont colonisés, et cette colonisation reconstruit une symbiose en réalité entre l'animal et le microbiote. Ben, quand la symbiose, elle se refait avec le microbiote d'un patient par rapport à celui d'un individu sain, parfois on reproduit des symptômes qui sont des symptômes qui miment la maladie. Et donc, on a un début de commencement de preuve de causalité, en l'occurrence, quoi, dans ces cas-là. C'est jamais parfait, mais en tout cas, il y a la possibilité d'aller sur ce terrain-là. Et donc, la critique, je me méfie toujours, en fait. Il ne faut pas que ce soit une critique stérile qui dirait ben, ça ne sert à rien de faire l'analyse du microbiote intestinal dans la maladie par rapport à l'individu en bonne santé. Non, ça n'est qu'un élément dont il faut être conscient des limites, mais c'est un élément qui nous permet qui a permis, dans certains cas, d'avancer de façon intéressante sur, à terme, et avec plus de technologies mises en œuvre, la démonstration d'un lien de causalité. Pas toujours, mais dans certains cas, oui. Pour finir, sa deuxième question, que penser de la transplantation fécale chez l'humain? Alors, le Très trans... rapidement, parce qu'on va manquer de temps, malheureusement. Voilà, le transfert de microbiote. Parlons pas de transplantation parce qu'on transplante un Ouais, organe et pardon. quand on transplante un organe, on veut que toutes les cellules qu'on transplante s'installent. Quand on transfère un microbiote, c'est de l'écologie, donc on transfère de l'écologie dans de l'écologie puisqu'il y a déjà un microbiote chez le receveur. Et donc, parlons de transfert. Le transfert de microbiote fécal, aujourd'hui, c'est appliqué tous les jours. C'est reconnu par les agences réglementaires comme un traitement pour l'infection récidivante à Clostridioides difficile. Donc c'est une maladie, une infection intestinale avec un pathogène et le transfert de microbiote fécal marche tellement bien dans ce contexte-là que pratiquement 90% des malades peuvent être guéris de leur maladie complètement par un transfert. Le transfert de microbiote est testé dans un grand nombre de contextes de pathologies, y compris des pathologies chroniques, y compris des pathologies
de la symbiose dont on parlait, donc altération de la symbiose qui mettent en jeu le microbiote, mais aussi le système immunitaire. Et donc, c'est beaucoup plus délicat. Dans ces contextes-là, ce que l'on veut pouvoir faire, c'est implanter un microbiote très riche, très diversifié, qui va parler au système immunitaire. Donc, on veut qu'il contienne les microbes dominants de l'intestin. Pour traiter une infection à Clostridium difficile, il suffit de mettre une selle dans un blender avec de l'eau physiologique et de passer un grand coup de blender et de filtrer sur un filtre à café. Donc c'est vraiment très simple et l'écologie n'est pas très exigeante en fait, hein. On va pouvoir éliminer le pathogène sans prendre des précautions extrêmes. Si on veut que le transfert de microbiote fécal parle au système immunitaire, il faut prendre des précautions beaucoup plus sophistiquées. Donc ça passe par des technologies qui probablement seront mises en œuvre plus par des industriels, en fait, avec des bonnes pratiques de laboratoire et de préparation. Et donc voilà, on a en Europe quelques sociétés. En France, une des sociétés que je conseille, qui s'appelle MedPharma, qui fait ça et qui fait en plus du pooling. Donc c'est des microbiotes de plusieurs individus pour faire un médicament qui est un médicament ultra riche et qui va apporter des propriétés d'interaction avec notamment le système immunitaire qui fait que ben voilà, ça va permettre de guérir et de sauver des patients en fait. Donc dans des contextes très sévères. À mon sens, c'est encore la Joël Doré qui va parler du coup, il y a aujourd'hui une vraie pertinence à aller sur le terrain du transfert de microbiote fécal quand on est sur des impasses thérapeutiques, quand on est sur des terrains où la médecine n'a plus de solution pour les humains. Et donc, toutes les pistes devraient être explorables dans ce stade-là. Et quand on a quelque chose autour de l'immunité qui est en cause, eh bien, à ce moment-là, c'est pertinent. Voilà, merci beaucoup de toutes ces questions en tout cas. Oui, bah, merci à vous en tout cas pour votre temps et voilà, je vous dis une bonne journée et à bientôt peut-être. Au revoir, merci Merci, beaucoup. au revoir à tous.